Rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonjour à tous pour les nouveaux participants. Je suis Sylvia Marquez, je suis membre de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du BTP, avec ici Wilfried Zaquier, qui est data analyst de l'Observatoire, et Hervé Dagan, responsable, et Hélène Violès est à distance, qui est manager de l'Observatoire. On va vous présenter les résultats d'une étude qui est toute récente et qui vient d'être publiée sur le site de l'Observatoire. Je vous enverrai le lien après, qui concerne les services aux clients dans le bâtiment et les travaux publics. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement l'Observatoire, il faut savoir que cet observatoire a été créé en 2006 par les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation pour les branches du bâtiment et des travaux publics. Sachant que les travaux qu'on réalise sont encadrés par un comité de pilotage paritaire qui oriente et qui valide ces actions dans le cadre d'un programme annuel de travail visant à anticiper des évolutions quantitatives et qualitatives de l'activité, de l'emploi, des métiers et des qualifications du BTP, visant aussi à l'aide à la décision sur les besoins en matière d'emploi et de compétences. En revenant un petit peu sur le sujet de ce webinaire, donc les services aux clients, il faut savoir que cette étude a été réalisée entre juin 2021 et avril 2022 par le cabinet TBC, qui est présent et qui présentera l'étude, et qui a donc été mandaté par le comité de pilotage de l'Observatoire. L'idée étant d'analyser ces prestations de services aux clients dans le bâtiment et les travaux publics après une première réflexion en fait qui avait qui avait eu lieu dans le cadre d'une étude sur les mutations et leurs impacts sur les métiers et les compétences dans le bâtiment et les travaux publics. Cette étude qui date un petit peu plus a permis de mettre en évidence des mutations à la fois environnementales, techniques, technologiques, numériques, qui supposent dans le bâtiment et les travaux publics un développement de procédés, d'outils, de solutions qui sont proposées aux clients des deux secteurs, ce qui amène pour ces nouveaux clients à formuler des besoins un peu plus importants en termes de conseils, d'accompagnement. D'où l'intérêt de cette étude sur les services aux clients, d'autant plus qu'on a eu aussi effectivement un développement de services, de prestations de services digitalisés, numériques. C'est pourquoi l'Observatoire a souhaité réaliser cette étude visant à analyser les prestations de services aux clients dans les deux branches, bâtiments et travaux publics, de les analyser au regard des différents métiers, des profils de salariés ou des principales caractéristiques des entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour recenser aussi les compétences qui sont nécessaires et les formations qui sont mobilisables en faveur du développement de ces prestations de services aux clients. Et enfin, de proposer des préconisations pratiques qui sont destinées aux entreprises du bâtiment et des travaux publics selon leur secteur et selon leur taille. Voilà. Bref introduction pour laisser Coralie intervenir et présenter les résultats. N'hésitez pas à formuler vos questions en levant la petite main ou via le chat. Merci Sylvia pour cette introduction. Du coup, je prends le relais. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Du coup, je vais partager une présentation. Donc, ce webinaire sur les services aux clients dans le bâtiment et les travaux publics. Donc, comme l'a dit Sylvia, l'étude est publiée depuis hier sur le site de l'Observatoire. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir durant ce webinaire, pour essayer de faire quelque chose d'assez succinct, on va rapidement parler du contexte. Sylvia l'a un petit peu fait également, et on va voir la méthodologie de l'étude. Ensuite, on va parler des prestations des services aux clients déployés, notamment plutôt les données saillantes au sein des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Tout ce qui concerne les compétences qui sont sollicitées pour mettre en œuvre ces prestations de services aux clients, avec ses besoins d'évolution en compétences. Et ensuite, je vous présenterai brièvement les fiches pratiques à ce sujet qui ont été réalisées. Donc, si on pouvait donner une définition au service au client, on dirait que le service au client, il est défini comme une prestation de service qui est proposée aux clients de différentes organisations avant, pendant et après l'achat d'un bien et d'un service. Il peut aussi, il peut notamment permettre de mieux encadrer le besoin du client de l'amont
à l'aval du parcours d'achat afin d'anticiper des difficultés et de mieux développer la satisfaction du client, de garantir la bonne exécution de la prestation et de fidéliser le client. Aussi, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, au-delà d'un ensemble d'aptitudes relationnelles, le service au client englobe des outils, des prestations et des accompagnements à chacune des étapes d'un chantier pour mieux informer le client, lui permettre de mieux se projeter ou encore de suivre l'avancement du chantier. Au niveau de la méthodologie qui a été mise en place pour cette étude, donc nous avons fait une étude qualitative qui comportait 11 entretiens avec des maîtres d'ouvrage publics et privés, des bailleurs sociaux, des syndicats, des associations de consommateurs, mais aussi un focus group qui a fait participer 7 particuliers qui avaient réalisé des travaux et 8 entretiens auprès de dirigeants et de DRH d'entreprises du BTP, telles que par exemple des entreprises de plâtrerie, de carrelage, de peinture, des bâtiments de réseau électrique, etc. Et ensuite, une enquête quantitative où là, il y a eu 600 entreprises du BTP qui ont été interrogées par le biais d'un sondage téléphonique. Voilà, donc c'est un panel assez représentatif où il y a eu 322 entreprises du bâtiment qui ont été interrogées et 288 des travaux publics. Voilà pour tout ce qui était contexte un petit peu et méthodologie. Donc ensuite, on va passer à la partie sur les prestations de services aux clients déployées par les entreprises du bâtiment et les travaux publics. Ce qu'on a pu constater, donc grâce à, comme l'a dit Annabelle, les moyens mis en œuvre entre l'étude qualitative et l'enquête quantitative, c'est on fait ce constat que les entreprises du bâtiment aujourd'hui apportent une pluralité de services aux clients, notamment à la première étape du parcours d'achat, qui est donc l'évaluation des besoins du client, où là, c'est vraiment la première étape qui instaure la relation client entre l'entreprise professionnelle et le particulier, par exemple, où la qualité dépendra des questions, la qualité de cette relation client et des conseils de l'entreprise. Et aujourd'hui, 90% des entreprises du bâtiment déclarent vraiment faire attention, prêter attention à cette étape qui est cruciale et essayer de comprendre au mieux les besoins attentes du client pour vraiment répondre à ses besoins. Le constat qu'on a aussi fait, c'est que durant des projets, des chantiers, notamment ceux qui demandent de solliciter différents acteurs avec notamment des différentes typologies de travaux à réaliser, il y a une collaboration collégiale qui doit être nécessaire pour avoir une seule et même entreprise coordinatrice des travaux auprès des clients. Parce que le client est attaché à avoir un seul interlocuteur auprès duquel il peut se confier, émettre éventuellement ses doutes, discuter, voir ce qui se passe bien ou non dans le chantier. Et donc, c'est important pour le client d'avoir uniquement une seule personne interlocutrice pour permettre voilà, de collaborer dans une bonne optique. Ça, aujourd'hui, c'est un tiers des entreprises du bâtiment qui déclarent le réaliser aujourd'hui. On a aussi l'étape, donc une fois que le besoin a été fait, a été exprimé par le client, il y a ce devis donc, à réaliser et généralement, les entreprises réalisent ce devis avec des options. C'est-à-dire que ce devis permet de présenter un prix qui convient mieux au client puisqu'on va lui proposer des alternatives. Et aujourd'hui, c'est 2 tiers des entreprises qui le réalisent. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les clients, généralement, ils sollicitent en moyenne 3 devis lorsqu'ils veulent réaliser des travaux. Et donc, le fait de proposer ce devis avec option va permettre à l'entreprise de déjà mieux se placer et éventuellement que le client, du coup, sollicite moins de devis et avoir plus de chances, du coup, d'être choisi par le client. Concernant l'envoi des devis, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont déclaré et favorisé l'email et le courrier. Cependant, il y en a la moitié qui également s'attachent à présenter ce devis par téléphone, face à face ou visio, et notamment en fait les très petites entreprises qui ainsi en fait favorisent une relation client plus personnalisée et qui va finalement rassurer le client vis-à-vis de ça. Ça va être le moment de pouvoir poser des questions, de creuser le devis ensemble, de mieux comprendre et de mieux justifier finalement son prix et tout ce que le devis va engendrer. Concernant la visite des chantiers,
il y a 80% des entreprises du bâtiment qui déclarent que les clients suivent le chantier sur place, permettant ainsi de vérifier la qualité des travaux. Et au sein du bâtiment, dans les entreprises du bâtiment, c'est aussi les TPE qui privilégient ce contact physique avec leurs clients, alors que les grandes entreprises vont être moins à même de le faire aujourd'hui. Et donc, du coup, ce que l'on voit, c'est que les très petites entreprises essayent tout au long du parcours client de s'attacher et de vraiment créer cette relation personnalisée à chaque endroit où ils le peuvent. Et notamment pour la facturation, qui est une poursuite de la relation client, qui au-delà du fait voilà, de facturer la prestation qui a été réalisée, ça donne toujours une chance d'interagir, d'améliorer et de poursuivre l'expérience client. Ça permet de voir si tout va bien, si tout s'est bien passé, de sonder un petit peu le client, de peut-être éventuellement voir aussi si ça ne peut pas générer de nouveaux travaux, le client étant satisfait et de se dire, bon, ben, pourquoi pas de faire appel à la même entreprise pour davantage de travaux. Et les TPE aujourd'hui, pour donner cette chance d'interagir avec ses clients, ils procèdent davantage à la remise en main propre qui leur permettra de voir en présentiel les clients. Alors que les plus grandes entreprises, elles, vont favoriser tout ce qui est email et courrier. Et il y a aussi la moitié qui utilise la plateforme Chorus, étant donné que les plus grandes entreprises du bâtiment répondent plus à des appels d'offres. Et ensuite, une des données qui était intéressante à analyser, c'est l'adhésion à un service de médiation. Ça a été pendant l'étude qualitative où, en parlant avec des associations de consommateurs, des juristes, où ils m'ont signalé en fait cette adhésion à un service de médiation qui est aujourd'hui obligatoire pour les entreprises, mais qui est malheureusement peu connue. Et en fait, cette adhésion sert à assurer le règlement extrajudiciaire des litiges. Et aujourd'hui, 5% des entreprises du bâtiment déclarent y adhérer. Mais étant donné que c'est méconnu, ça justifie aussi cette notion d'avoir peu d'entreprises qui y adhèrent. Donc voilà pour les traits, un petit peu les données saillantes que je voulais vous partager aujourd'hui. Après, dans l'étude, vous verrez, il y a beaucoup plus de détails avec tout, enfin, tout est expliqué à chaque étape du parcours client. Donc, la même réflexion avec les entreprises des travaux publics, qui elles aussi apportent une pluralité de services aux clients. Cependant, elles sont un petit peu différentes, puisqu'en fait, leurs clients sont souvent moins des particuliers et elles ont plus affaire à des personnes morales publiques, notamment pour plus de 80% des entreprises. Donc, cette évaluation des besoins, il va être aussi différent là-dessus du fait d'avoir une typologie de clientèle différente, parce qu'il va plutôt passer à travers un cahier des charges qui va être publié dans le cadre d'un marché public. Donc, il y a cette notion à avoir de savoir lire un appel d'offres et savoir lire entre les lignes pour mieux répondre et bien cerner les attentes du client. On retrouve aussi cette collaboration collégiale où les entreprises du TP ont un peu plus l'habitude par rapport aux entreprises du bâtiment, où plus de la moitié se portent coordinatrices de l'ensemble des travaux. Et là, pareil, pour que le client puisse être attaché à avoir un seul interlocuteur unique auprès des clients là-dessus. Le devis avec option, c'est 2/3 des entreprises des travaux publics qui réalisent ces devis avec plusieurs options. Et après, cela est aussi justifié par le fait qu'elles sont plus à même de proposer des variantes, notamment lors de la réponse à une consultation. La visite des chantiers, c'est différent des entreprises du bâtiment, puisque plus la taille de l'entreprise augmente et plus les clients viennent visiter le chantier directement sur place. Où finalement les réunions de chantier sont plus importantes dans le cadre des marchés publics et c'est ça qui justifie que plus la taille d'une entreprise de travaux publics est grande et plus les visites de chantier se font régulières là-dessus. Concernant la facturation, plus de 90% des entreprises des travaux publics envoient aux clients la facture par email, 2/3 par courrier, mais les TPE, tout comme pour les entreprises du bâtiment, elles procèdent davantage à la remise en main propre, toujours pour poursuivre cette relation client. Les grandes entreprises, quant à elles, tout comme l'image du bâtiment, favorisent plutôt email et courrier, et la moitié utilise la plateforme Chorus.
Il y a aussi le fait d'avoir un accès client. Donc, c'est-à-dire un accès client permet aux entreprises et à leurs clients de pouvoir échanger tous les documents relatifs au chantier. Notamment, certains peuvent proposer avoir la photo de son interlocuteur. Comme ça, on cerne bien qui va être notre interlocuteur principal. On peut retrouver des photos de chantier, tous les documents de suivi, etc. Donc aujourd'hui, peu d'entreprises de travaux publics utilisent cet accès client pour y déposer une facture, mais par contre, près de 50% des grandes entreprises utilisent cette plateforme pour la facture, mais aussi pour échanger toutes les informations relatives au chantier. De toute l'analyse qu'on a fait, on a pu en sortir des typologies finalement d'entreprises quant aux prestations de services aux clients qu'elles proposaient. Donc, on a 5 typologies. On a une première typologie que l'on a appelée les dépanneurs, donc qui représente 36% du panel, où là, en fait, ça va être des entreprises qui vont proposer du dépannage, de la maintenance. C'est celles qui vont rester le plus disponibles pour intervenir si besoin après le chantier, donc qui ont un fort taux de service après-vente, de maintenance là-dessus. Ça va être principalement des TPE et des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire. Et là-dessus, voilà, on va retrouver de manière classique sur les dépanneurs des entreprises d'électricité, de plomberie et de chauffage. Ensuite, on a une deuxième typologie que l'on a appelée les serviciels, qui représentent un tiers du panel. Là, celles-ci, ces entreprises, elles sont attachées à proposer une diversification de services et à chaque étape du parcours client. Donc, à chaque étape, elles proposent 1, 2, 3, voire plus de services. Là-dessus, on va retrouver, comme je vous l'ai dit précédemment, souvent, c'est les entreprises de plus petite taille qui s'y attachent à proposer un maximum de services aux clients pour mieux le satisfaire. Et là-dessus, on retrouve aussi en majorité des entreprises de travaux publics et de structures pour œuvres. Ensuite, pour à peu près un quart, on a une typologie qu'on a appelée les conseillers. Ces entreprises-là, elles vont être très investies dans la relation client et elles vont mettre en avant des compétences relationnelles. Pour elles, avoir une bonne relation avec son client, ça va forcément passer par du relationnel et elles y sont très attachées. Là-dessus, on va plutôt retrouver des TPE et des ETI aussi. Et en termes d'activité, finalement, on retrouve un petit peu tous les types d'activités. Ensuite, il y a 2 typologies qui sont en part plus faibles. On a les digitaux qui représentent 6%. Donc là, c'est les entreprises qui utilisent et qui ont un site internet. Elles utilisent les réseaux sociaux. Elles ont des outils numériques poussés. Notamment, on peut prendre rendez-vous en ligne auprès de leur site. On peut avoir accès à un devis en ligne, à des configurateurs 3D. Là, c'est toute taille d'entreprise, excepté finalement les entreprises unipersonnelles, où pour mettre en œuvre ce genre de choses, pour elles, c'est un peu plus complexe. Et on a tout de même une majorité d'entreprises de travaux publics. Et ensuite, la nouvelle rassurante, c'est qu'il y a seulement 1% du panel qu'on a appelé les non-investis, où ça, c'est les entreprises qui réalisent très peu de services aux clients. Donc vraiment, ça a représenté une part très très faible de l'échantillon. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises s'engagent progressivement dans un mouvement de dématérialisation croissante. À cela s'ajoute le développement de plateformes numériques que de mise en relation qui accélèrent la digitalisation de la relation commerciale entre les clients et les professionnels. Donc, voici quelques verbatim au sujet des services clients de demain. Donc, on nous a parlé peut-être de nous dire pourquoi pas un système comme Doctolib, si les artisans qui y sont répertoriés sont fiables, ou alors certains ont dit, notamment l'association d'architectes, avoir une entreprise ou une association qui réunirait une plateforme collaborative, toutes les entreprises d'une ville avec voilà, les compétences de chacun. Aussi, ça pourrait être des outils qui permettraient d'identifier les entreprises ou un outil qui recenserait en détail en fait, les spécificités de ces entreprises, par exemple. Du coup, sur la partie compétences sollicitées, besoin d'évolution en compétences. Donc, il y a 4 typologies de compétences que l'on a ressorties. Donc, comme je le disais, il y a ces compétences relationnelles où la typologie, une des typologies était vraiment attachée.
Et donc là, vraiment être au contact des clients requiert des compétences relationnelles, telles que avoir un très bon sens du contact, le sens de l'écoute surtout, de l'empathie aussi certaines fois, être patient et réactif. Et ces compétences relationnelles, ce qu'on a constaté, c'est que quand on a demandé aux entreprises qui portait les services aux clients chez eux, en fait, pour 80%, c'est le gérant qui occupe cette fonction de porter les services aux clients. Après, ça se justifie aussi parce que dans le BTP, on sait très bien qu'il y a une majorité d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc forcément, c'est le gérant qui va prendre en charge, on va dire, cette partie-là. Mais pas seulement, il faut que le gérant arrive à injecter ses compétences relationnelles tout au sein de l'équipe et avec toutes les personnes qui vont être en contact avec les clients. Donc c'est important d'avoir cette notion de compétences relationnelles. Ces compétences relationnelles, elles doivent être aussi couplées à des compétences organisationnelles, donc tout ce qui est cohésion, adaptation, gestion, circulation de l'information, où l'entreprise doit développer ses compétences pour répondre aux problématiques qui se présentent. À celles-ci vont s'ajouter bien sûr des compétences commerciales. Les compétences commerciales vont être liées aux deux précédentes compétences et vont permettre de développer des techniques de vente pour savoir argumenter face aux clients, notamment à l'étape du devis qui est très importante, les rassurer, les fidéliser et aussi mieux gérer les situations conflictuelles parce qu'on sait que parfois il peut y avoir certaines tensions aussi entre clients et entreprises. Et à cela va s'ajouter une compétence additionnelle sur la communication, le numérique. Donc, comme le disait Annabelle, on voit qu'il y a des idées qui émergent aujourd'hui sur tout ce qui est numérique. Et donc, aujourd'hui, face à des clients de plus en plus connectés, la maîtrise des outils digitaux et des réseaux sociaux devient un enjeu majeur pour communiquer finalement de façon plus efficace. Ce qu'on peut retenir, c'est que la compétence relationnelle est essentielle pour la réalisation de services aux clients. Les compétences techniques, commerciales et organisationnelles, c'est un petit peu le trio gagnant. On a pu avoir dans nos entretiens une entreprise qui nous disait que finalement, ces 3 compétences, c'était un tabouret et que si un pied venait être plus court ou plus long que l'autre, finalement, le tabouret, il n'était plus très stable. Donc, c'est vraiment ces 3 compétences-là qui sont importantes à vraiment mettre en œuvre au sein des entreprises. Et les compétences en communication informatique et numérique sont là pour appuyer en termes d'éléments de différenciation. Et on sait que toutes, aujourd'hui, n'arrivent pas à mettre en place ces compétences. Par rapport à la formation, donc c'est un enjeu majeur pour une montée en compétences qui est nécessaire au déploiement des services aux clients. Aujourd'hui, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, elles apportent aux salariés des conseils concernant la relation client. Certaines s'appuient notamment avec leur expérience acquise précédente. Cependant, ce qu'on a pu constater, c'est que les entreprises, et notamment les TPE-PME, elles témoignent quand même de besoins en formation qui visent une montée en compétences commerciales et relationnelles de leurs salariés. Donc, les compétences relationnelles, techniques, commerciales, communicationnelles, toutes ces prestations de services aux clients, observables le long du parcours client, supposent finalement de mobiliser une grande diversité de compétences. Après, ça, on en a conscience et ce qu'on a essayé de faire aussi tout au long du rapport, c'est qu'on sait que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, notamment selon l'activité et la taille de l'entreprise, et que tous les types de prestations ne sont pas nécessairement de même nature et de même importance en fonction des entreprises. Donc, on a un premier bloc de formation que l'on a appelé les formations techniques de vente, où là-dessus, on va retrouver les formations qui concernent finalement la négociation, la démarche commerciale, l'argumentaire client, tout ce qui est gestion de la relation au client, savoir gérer les conflits. Et en fait, toutes ces formations, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter concrètement aux entreprises? Parce qu'on sait que c'est facile de dire, de faire des formations, mais il faut que les entreprises y voient aussi un intérêt personnel et professionnel. Donc finalement, ces formations aux techniques de vente, ça va leur permettre de créer un argumentaire efficace face aux prospects et clients, de pouvoir justifier le prix, notamment au moment du devis, de savoir écouter, de renforcer sa relation client. De savoir aussi valoriser l'image de l'entreprise, parce que ça, on se rend compte aujourd'hui avec tout ce qui est avis client, etc. C'est important de montrer que l'on sait travailler, que l'on travaille bien.
de savoir se positionner en tant qu'expert. Donc voilà pour cette premier bloc de formation. Puis ensuite, on a vu un second bloc ce sont les formations aux outils. Donc, par exemple, maîtriser des fonctions de base de l'ordinateur ou encore maîtriser le pack bureautique et Internet, se perfectionner dans la bureautique, adapter sa relation client aux outils digitaux, mais également optimiser sa visibilité numérique, voilà. Et toutes ces formations permettent à l'entreprise de, comme on le disait, mesurer la performance de l'entreprise par l'utilisation en fait d'un tableau de bord, savoir calculer et optimiser ses coûts, rendre aussi des documents professionnels et attractifs, pouvoir créer un profil complet et attractif sur Google My Business. En fait, optimiser la visibilité commerciale aussi de l'entreprise en ligne. Ensuite, une troisième typologie de formation, donc les formations applicatives, où là, on l'a vu tout à l'heure, où il y a pas mal d'entreprises qui font face aujourd'hui au fait de répondre à des appels d'offres. Et du coup, c'est ce type-là de formation, donc savoir répondre efficacement à une offre dématérialisée, comprendre les marchés publics, savoir conseiller et maîtriser sur les aides financières à la rénovation énergétique. On sait qu'aujourd'hui, ça bouge assez souvent sur ces aides financières et c'est important pour les entreprises d'être accompagnées aussi là-dessus. Tout ce qui est les sujets d'actualité aussi entre le BIM et la RE 2020. Et donc là, les plus pour l'entreprise, c'est de maîtriser les bases des marchés publics, savoir déjà identifier les liens de consultation, de constituer les éléments de candidature, de savoir valoriser ses savoir-faire. On sait que ce n'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui de savoir valoriser vraiment ce que l'entreprise est capable de faire. De savoir utiliser les plateformes de dématérialisation, parce que les appels d'offres, il ne faut pas qu'ils se restreignent qu'aux grandes entreprises qui ont l'habitude de répondre. Il faut aussi que les plus petites entreprises aient l'occasion de pouvoir y répondre. Savoir utiliser la sous-traitance à bon escient, acquérir les connaissances de base pour intervenir dans le bâti ancien, connaître le champ d'application de la RE 2020. Donc voilà tout ce qui pourrait, tout ce que ces formations applicatives pourraient apporter à l'entreprise. Et enfin, les formations de gestion et d'organisation, comme l'organisation et la gestion de chantier, des réunions de chantier, ou l'assurance avec, par le biais du service après-vente, le prix des matériaux et ajuster son prix de revient. Donc, ça permettrait aux entreprises de savoir planifier les interventions et la communication avec l'équipe et le client, mais également d'animer son équipe de façon quotidienne, assurer un suivi et une réception du chantier efficace, calculer la rentabilité d'un chantier, définir un prévisionnel adapté, différencier les coûts de l'entreprise pour déterminer son prix de revient, etc. Et donc, on va passer à la dernière partie sur les fiches pratiques. Alors, il y a des pratiques qui ont été identifiées finalement tout au long de l'étude, qui pourraient être mobilisables ou davantage valorisées par les entreprises de secteurs du bâtiment et des travaux publics selon leurs caractéristiques propres. Ce que je disais pour les formations est aussi valable pour ces fiches pratiques, où finalement, selon la taille, les entreprises adoptent une posture de proximité différente, car les moyens pour y répondre diffèrent aussi. Pour les petites entreprises qu'on a vues, finalement, c'est qu'elles essayent d'entretenir cette relation client continue tout au long du parcours client pour les fidéliser et pour qu'ils deviennent aussi ambassadeurs de leur entreprise. Parce qu'on sait que le bouche à oreille, aujourd'hui, c'est aussi ce qui marche le mieux. Pour les plus grandes entreprises, c'est davantage de rassurer, en fait, d'assurer le lien constant avec son client et ses équipes pour tout ce qui est gestion de chantier, mais également avec toutes les parties prenantes, donc avec les maîtres d'œuvre, les architectes, pour veiller à une bonne organisation du chantier. Et donc, de tous ces constats qu'on a pu faire tout au long de l'étude, des fiches pratiques par secteur et par taille d'entreprise ont donc été réalisées et du coup sont proposées dans la synthèse publiée sur le site de l'Observatoire. Donc là, c'est juste dans la synthèse, en fait, vous verrez, avant les fiches pratiques, il y a un tableau récapitulatif, donc avec en jaune les étapes du parcours client, en fait, toutes les étapes qui s'y retrouvent. Et donc, sur chaque ligne, on a, par exemple, si je prends le conseil en amont, réaliser un questionnaire d'évaluation des besoins des prospects, où là, finalement, ça va toucher toute typologie d'entreprise, qu'elle soit grande grande ou petite. Établir un réseau de partenaires professionnels de différents corps d'État pour des travaux globaux, là, c'est plutôt axé sur les entreprises du bâtiment, ce qui est par exemple valable pour les aides à la rénovation.
Savoir répondre efficacement à un marché public, à co-traitance ou traitance. Donc là, c'est plutôt pour les grandes entreprises des travaux publics. On a essayé d'adapter finalement chaque conseil et chaque pratique à la taille des entreprises. Et donc, du coup, vous les retrouverez dans le rapport de synthèse. Donc là, c'est juste un exemple de fiche pratique qui a été faite, où finalement, vous voyez, on a à gauche, par exemple, le guide pratique pour les petites entreprises du bâtiment. Donc, on l'a aussi pour les grandes entreprises du bâtiment. Et à droite, un guide pratique pour les moyennes et grandes entreprises des travaux publics. Et donc, finalement, les entreprises vont pouvoir regarder par étape du parcours client qu'est-ce qui est intéressant pour elles d'aujourd'hui mettre en œuvre. Par exemple, si on prend les petites entreprises du bâtiment, par exemple, notamment à l'étape de la facturation. Perpétuer la mise en main propre de la facture permet de garder un lien avec le client, se familiariser aussi quand même avec les outils digitaux et notamment la facturation électronique. On sait qu'aujourd'hui, un peu sur la facturation électronique, il y a une obligation qui va être faite à partir, enfin, pour les TPE, c'est à partir de 2026. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte et ça leur permettrait aussi de pouvoir répondre à un marché public. Donc voilà, après ça, je vous les laisserai lire et regarder dans la synthèse parce que enfin, là, c'est moins intéressant de vous les expliquer en webinaire. Moi, Sylvia, si vous voulez reprendre la main. Merci beaucoup, Coralie. Donc, effectivement, on a publié hier cette synthèse de l'étude ainsi qu'un motion design, donc une courte vidéo qui présente les principaux résultats de l'étude. Donc, je vous envoie le lien tout de suite. Est-ce que vous avez des questions, des remarques concernant ces données, ces éléments? N'hésitez pas hein, à lever la main ou à réagir via le chat. Oui, Naïm. bonjour. Bonjour. Catherine, je suis journaliste pour le quotidien de la formation. Donc, j'ai bien noté les blocs de compétences nécessaires. Je voulais savoir si l'étape d'après, c'est-à-dire les formations préconisées, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la suite, pour que les entreprises qui ont vu les compétences dont elles avaient besoin puissent aller les chercher pour leurs salariés en les faisant former? Alors, il se trouve que le cabinet avait fait justement un recensement assez fin de l'ensemble de ces formations qu'on n'a pas forcément pu publier sur une synthèse qui reste quand même assez courte, quoi, assez synthétique, hein, puisque c'est le sujet. Cependant, on a quand même toutes ces formations. Les entreprises peuvent aussi elles peuvent aussi solliciter les organisations professionnelles hein, qui chacune connaissent l'ensemble des formations en lien avec les services aux clients, que ce soit les techniques de vente ou les outils applicatifs que Coralie a pu évoquer. Est-ce que je réponds à votre question, Catherine? Oui et non. Enfin, voilà, j'ai l'impression que là, voilà, on a recensé les compétences, mais voilà, pour l'étape d'après, voilà, pour notamment des petites entreprises, comment leur montrer l'étape d'après et éventuellement les accompagnements pour former les salariés. Voilà. Est-ce que toute cette étape comment dire, de formation, est-ce que vous avez aussi interrogé les entreprises sur est-ce qu'elles ont déjà fait former? Est-ce que vous avez des chiffres sur combien d'entreprises ont fait former leurs salariés sur ces thématiques ou combien aimeraient faire former leurs salariés sur ces thématiques, etc. Ah, le recours à la formation, c'était effectivement pas une question qui était intégrée au questionnaire qui avait été élaboré, effectivement. Mais on a quand même identifié via les entretiens qualitatifs un besoin croissant, hein, cela dit, de formation, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a pu effectivement identifier les différentes formations, les différentes compétences que sous-tendent ces différentes formations. On est vraiment sur une analyse qui reste qualitative sur ce sujet. Ok, merci.
Est-ce que d'autres participants souhaitent réagir ou poser une question? A priori, il n'y a pas de réaction, pas d'autres questions, pas de remarques. Parmi les membres du COPIL, vous souhaitiez prendre la parole. Étienne, Sandrine, vous vouliez dire un mot. Sinon, après, nous, ce qu'on proposait, c'était de faire un petit point là d'information globalement sur l'activité de l'Observatoire des métiers pour un peu en guise de conclusion. Mais avant d'en passer à cette partie-là, il y a peut-être des points que vous souhaitiez aborder les uns les autres. Étienne? Oui, pardon, je vais peut-être juste rajouter, j'en profite puisque est-ce que ces compétences-là, est-ce que les jeunes formés à l'heure actuelle les reçoivent dans leur formation? Et si oui, depuis combien de temps? Vous évoquez quelles compétences précisément? L'ensemble des compétences relationnelles? Les différents. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui ont recruté des jeunes récemment bénéficient de gens bien formés? Voilà. Est-ce que les besoins de formation, ils concernent les gens plus âgés qui n'ont pas reçu les formations à l'époque, ou est-ce que ça concerne aussi les gens qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui? Du coup, je me permets de répondre. Alors justement, dans les fiches pratiques, on dit aux entreprises, notamment les plus petites, de s'appuyer, c'est vrai, sur l'apprentissage, etc., qui leur permettrait d'avoir voilà, des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Et c'est sûr que, par exemple, ce qui est compétences communication numérique, ces gens-là vont être plus à même de les aider. Après, pour l'ensemble des compétences, c'est sûr que ce qui nous avait été remonté dans l'étude qualitative, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, dans leur formation, ils évoquent certaines compétences, effectivement, ils les forment sur certains points, mais c'est sûr qu'ils ne les forment pas sur tout. Et donc, ce qu'ils me disaient, c'est qu'aujourd'hui, certains trouvaient qu'il manquait des choses aujourd'hui dans les formations, dans les parcours dans le BTP. Et donc, des formations externes étaient vraiment nécessaires pour développer ces compétences. Aujourd'hui, juste l'école, entre guillemets, ne suffit pas. Étienne, tu souhaites intervenir, puis ensuite on passera la parole à Sandrine. Oui. Alors, pour répondre un petit peu à la question de Madame Stern, hein, c'est vrai que on a évoqué le sujet au début avant de lancer l'étude. L'objectif n'était pas de faire un catalogue des formations, et notamment pour la raison suivante, c'est que l'étude est davantage basée sur la recherche de besoins, et après, un catalogue ne pourrait jamais être exhaustif et recenser tout ce qui peut se passer sur le territoire. Par contre, l'idée de l'étude était bien de remonter des besoins et des émergences d'importance, et que les organismes de formation vont pouvoir travailler pour éventuellement compléter leur panel, leurs propositions, et après, à charge, comme on l'a indiqué, hein, que les organisations d'employeurs, hein, proposent elles-mêmes à leurs adhérents d'aller en fonction de la taille et des ambitions ou des capacités, à y chercher ou se rapprocher de ces OF. Hein. Mais c'est vrai que c'est une grosse question, c'est toujours la question, hein, quelles sont les formations dispensées ou dispensables pour permettre concrètement de pallier ou d'associer les besoins dont l'étude fait largement état. Bon, là c'est une présentation assez rapide, hein, et succincte, mais l'étude complète amène beaucoup plus de détails. Hein, mais je crois que c'est un tournant un peu de se rendre compte que cet aspect de la relation au client, c'est plus quelque chose qu'il faut laisser au hasard. Hein.
Et évidemment, il y a des entreprises pilotes là-dessus, sur lesquelles, ou pionnières, hein, qui ont déjà beaucoup œuvré et qui vont continuer dans ce sens-là. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment de petite taille, pour lesquelles le gérant est sollicité par tellement de choses que cet aspect de relation au client qui dépasse l'aspect commercial, hein. Vous avez bien vu, hein, on est largement au-dessus uniquement de l'aspect de vendre, mais d'accompagner et de la satisfaction, hein. Et on l'a vu aussi, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus également gourmands, friands, ou quelquefois voudraient imposer leur façon de voir, et ça, l'entreprise, il faut qu'elle y réponde. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci pour ce complément, Étienne. Sandrine, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci. Alors, j'essaie d'enlever ma caméra, je n'y arrive pas. Bon, voilà. Mais en tout cas, donc Sandrine Fontaine, hein, je suis donc chargée de mission à la CAPEB et je suis membre du comité de pilotage de l'Observatoire. Effectivement, Étienne a bien répondu, voilà, notre président le vice-président du COPIL a bien répondu à la question de l'objectif de l'étude, hein, et le fait qu'à un moment donné, nous, c'était vraiment pas justement celui de faire un catalogue de l'offre de formation qui, de toute façon, voilà, c'est toujours à tenter, et ça pose quand même ce problème-là, alors que communiquer sur les besoins et effectivement, à un moment donné, laisser les acteurs concernés s'en emparer nous semblait effectivement plus pertinent au départ dans le parti pris de cette étude. Je reviendrai juste sur la question effectivement de la communication, de la commercialisation et de l'offre de formation dans les diplômes en fait existants dans le bâtiment. Et de la réponse justement à ces besoins-là. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, hein, dans le BTP, notre vivier principal en termes de certification, c'est des niveaux CAP. Donc récemment, alors dans le bâtiment, on a quand même la chance d'avoir lancé une révision complète de nos diplômes récemment, avec justement les nouveaux enjeux. Donc on avait le numérique, il y avait aussi justement toute la question de la communication, du rapport aux clients, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est sur des référentiels de CAP qui sont quand même avec des enseignements fondamentaux. Donc, tout ce qui est pratique professionnelle, ça effectivement sur un répertoire qui est, enfin, du moins un temps limité. Et on a d'abord aussi des techniciens à former, hein, des opérateurs de chantier. Donc forcément, oui, les apprentissages sont d'abord sur les aspects techniques et on n'a plus beaucoup de temps après en formation pour justement aborder la question de la commercialisation en termes d'acquisition de compétences. D'où effectivement derrière le besoin après de compléter justement ces premières sensibilisations à l'enjeu de savoir bien. En gros, en CAP, on apprend un petit peu, voilà, savoir bien communiquer sur son intervention, sur des choses comme ça. Le fait que, par exemple, quand on intervient, alors nous, pour l'artisanat du bâtiment, justement, dans une situation de rénovation en chantier occupé, il y a cette question du rapport au client, je dirais, mais même pas encore sous l'angle de vendre une prestation, mais déjà de savoir s'adresser à un client. Voilà, on est sur vraiment des savoirs de base qui mériteraient aujourd'hui d'être un peu complétés par des formations tout au long de la vie, hein, en formation continue, au niveau des intervenants, quoi. Donc, le besoin, effectivement, il est bien présent. Il existe aujourd'hui une offre de formation. Maintenant, c'est vrai que voilà, il y a aussi la question de s'en emparer pour les chefs d'entreprise, d'y voir l'intérêt. Mais ça, de plus en plus, aujourd'hui, l'étude le montre, hein, de plus en plus, les chefs d'entreprise, ils voient un intérêt, en fait, pour leur entreprise, hein. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? D'autres souhaits d'intervention? Alors, pour conclure, on voulait simplement vous faire profiter de la présence de quelques de personnes qui sont extérieures au COPIL, l'Observatoire des métiers, pour vous faire un point simplement sur les actions qui sont en cours et les actions à venir, pour vous donner aussi, faire un peu de teasing sur les prochaines livraisons et publications d'études.
et vous donner envie, on l'espère, d'aller sur le site de l'Observatoire des métiers, télécharger les différents livrables et vous tenir informé de ce qui va arriver. On est en train de finaliser la publication d'une étude sur la responsabilité sociétale des entreprises, hein, qui est un travail qui a été réalisé, on va dire, dans les 9-10 derniers mois hein, par l'Observatoire. Donc, on est dans une phase là, de réécriture et de finalisation, de mise en page des livrables de cette étude, qui sera certainement publiée au mois de septembre. Voilà, et peut-être qu'on fera sur le même modèle que ce webinaire, peut-être un webinaire à peu près équivalent où on cherchera peut-être un autre format. Enfin voilà, c'est en cours, mais en tout cas, au mois de septembre, cette publication de l'étude sur la RSE. Aujourd'hui, va partir auprès des entreprises, en tout cas d'un panel assez large des entreprises du BTP, une enquête sur le recrutement des jeunes issus de l'enseignement supérieur, dont on espère aussi, là aussi, la publication des résultats à l'automne. Donc l'idée étant de voir de manière assez fine d'où viennent les jeunes qui sont recrutés dans les entreprises du BTP et qui sont issus de l'enseignement supérieur, de quelles écoles, de quelles universités, de quelles certifications ils ont obtenues, et puis voir quelles sont leurs premières années de carrière au sein des entreprises. Donc ça va être diffusé à partir d'aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, donc auprès d'un échantillon représentatif des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il y a une action qu'on réalise chaque année, donc, dont on va renouveler l'édition cette année, c'est la rédaction, la publication des tableaux de bord emploi-formation régionaux. Donc, on réalise avec nos partenaires des cellules économiques régionales de la construction. Ça sera, en tout cas pour ce qui concerne l'Observatoire des métiers, la 3e édition hein, de ce partenariat avec les CERC. Donc, ce qui permet de produire dans chaque région un tableau de bord statistique extrêmement complet, à la fois sur le bâtiment et les travaux publics, avec des chiffres sur les effectifs, sur les tendances aussi de l'activité, sur les besoins en recrutement, sur les besoins en formation. Donc là, c'est, je pense, sur le secteur du BTP, un outil qui est assez, comment dire, voilà, qui n'a pas beaucoup d'équivalent et qui est, je pense, vraiment la ressource majeure et la principale référence pour avoir des données statistiques sur nos métiers et sur nos secteurs dans chaque région. Donc, on est en train de signer des conventions là, avec nos partenaires des CERC. Les tableaux de bord, donc avec les données 2021, seront certainement publiés au tout début de l'année prochaine, donc au mois de février 2023. Dernière action qui est dans les tuyaux, alors celle-ci, elle est encore en phase d'appel d'offres, donc le cahier des charges a été validé, mais on est aujourd'hui en train on a publié cet appel d'offres. Et on va rentrer dans la phase de sélection des prestataires certainement à la rentrée pour travailler sur le marché de la rénovation, voilà, qui est un segment du marché du bâtiment qui est extrêmement dynamique, sur lequel il y a des enjeux, notamment en termes de politique publique, qui sont très importants pour réduire les consommations énergétiques du bâtiment. Et on souhaite étudier les impacts sur l'emploi, les compétences, les besoins en formation du développement de ce marché de la rénovation, sachant qu'on sera à la fois sur la partie entretien-rénovation, j'ai envie de dire traditionnelle des bâtiments, mais aussi avec un focus particulier sur la rénovation énergétique, qui est un sujet d'actualité. Donc là aussi, publication, on l'espère, à la fin du premier trimestre 2023 de cette étude. Et après, il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux et sur lesquels voilà, on réfléchit au cadrage, et à la rédaction du cahier des charges. Tout ça sera présenté au prochain comité de pilotage de l'Observatoire qui aura lieu au mois de septembre. Donc voilà pour le menu et le programme des 6 prochains mois. Et donc je vois qu'Hélène, qui est donc la manager des observatoires et qui a repris son poste là tout début du mois de juin après un congé maternité, va prendre la parole. Oui, pardon, simplement juste pour donner 2 petits compléments. Par rapport à l'étude service aux clients, en complément de la synthèse qui est donc bien sur le site de l'Observatoire à votre disposition, que vous pourrez voilà, télécharger. Vous pourrez également donc accéder à un motion qui vous permet de manière un peu plus illustrée de visualiser les principaux enseignements de l'étude, en sachant que voilà, vous pouvez y accéder à tout ce qui est définition, contexte, chiffres clés, typologie, compétences et formations.
Et afin de vous permettre voilà, d'accéder aux éléments qui sont vraiment spécifiques à ces différents chapitres, voilà, on a proposé différents liens depuis la chaîne YouTube aussi de l'Observatoire. Et enfin, pour information, une newsletter sera diffusée afin de vous permettre d'avoir un point global sur tous les projets tels qu'ils viennent d'être évoqués par Hervé, sur les toutes dernières publications, dont celle qui a fait l'objet d'un webinaire ce matin, mais également sur les chiffres clés, des zooms sur certains métiers et tous les projets en cours et à venir. L'objectif est de vous permettre à un moment donné d'avoir un point global sur toutes les actualités de l'Observatoire. Donc, on va lancer la première newsletter la semaine prochaine. Et pour cela, donc, on va envoyer un mailing à une liste de diffusion aujourd'hui pour solliciter leur inscription à cette newsletter. Donc, n'hésitez pas à y répondre si vous recevez effectivement ce mailing. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à vous manifester afin qu'on vous inclue dans la liste de diffusion. Et voilà, l'objectif, c'est de vous envoyer 5 à 6 fois par an un point global sur toutes les actualités de l'Observatoire. Très bien. Merci à tous pour votre participation et pour vos différentes questions. On se reverra bientôt probablement pour un nouveau webinaire. Et donc on vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.